Et donc je suis rentré au pays il y a 3 mois, donc pour m'occuper d'un centre d'études pour le financement du développement local que je sponsorisais déjà depuis 2 ans à distance. Donc j'étais candidat à la présidentielle à venir le 26 février 2012 et comme nous le savons tous, ma candidature a été invalidée par le Conseil constitutionnel. Est-ce que 3 mois c'est suffisant pour faire connaître les Sénégalais jusqu'à réclamer leur suffrage? Oui, en fait, et j'ai eu à le dire, en fait les Sénégalais veulent le changement, la rupture. Et on fait la rupture avec du neuf. Donc le fait même d'être inconnu était à mon avis un avantage pour les candidatures comme la mienne. Et les Sénégalais auraient eu l'opportunité de nous découvrir pendant la campagne électorale et on aurait donc eu l'occasion de partager avec les Sénégalais notre projet de société et les Sénégalais auraient choisi de faire la rupture avec nous, je le pense. Est-ce que vous ne pensez pas que certains observateurs ont pu prendre votre candidature comme une sorte de caprice de jeune retraité riche du FMI qui s'est dit, bon, qui voulait justement flamber ses millions? Non, je ne pense pas. Jeune retraité riche. Bon, moi j'ai 43 ans, je suis loin d'être riche. J'ai démissionné de mon poste de représentant au FMI pour venir appuyer mon pays et mettre mes compétences à la disposition de mes concitoyens. Bon, donc je ne suis pas riche du tout, mais j'ai eu à faire des investissements lucratifs donc, pendant toute ma carrière au Fonds monétaire international. Et donc j'ai mis une partie donc, du rendement de ces investissements à la disposition, je dirais, des Sénégalais pour leur faire cette offre-là. Quand vous parlez d'investissement en tant que fonctionnaire, il n'y a pas une sorte de mélange des genres, parce qu'en tant que fonctionnaire, est-ce que vous avez le droit de faire du business? Enfin, on ne l'appellera pas business. En fait, ce sont des investissements dans des actifs qui peuvent être des actifs physiques, immobiliers, etc. Et donc qui vous confèrent un certain rendement. Et ce rendement-là est tout à fait acceptable en tant que fonctionnaire. Et vous pensez la meilleure façon d'aider les Sénégalais, c'est de réclamer ou bien d'aller en compétition pour le poste du président de la République, c'est ça? Oui, tout à fait, parce qu'on a un projet de société. Bon, après avoir fait un bon diagnostic, à notre avis, des problèmes du Sénégal, on a donc développé des solutions que nous pensons appropriées par rapport à ce diagnostic-là. Donc, pouvoir le proposer aux Sénégalais, pour nous, c'était même une responsabilité. Au-delà donc du diagnostic et des solutions, il y a aussi le fait que, à mon avis, il est temps pour l'Afrique et particulièrement les jeunes Africains, donc de prendre le destin du continent en main. Donc quelqu'un comme moi, 43 ans, qui pense qu'il est bien formé, qui a travaillé quand même pendant un certain nombre d'années sur des questions de pays et qui pense pouvoir apporter une solution à son pays et qui le peut, il est de sa responsabilité de le faire et c'est ce que nous avons fait. Est-ce que de manière un peu prétentieuse, peut-être certains diront, vous n'avez pas voulu rééditer un peu le coup de Yahi Boni en vous trompant de pays? Parce que quand même, venir comme ça, débarquer au Sénégal, dire qu'il y a des problèmes à 43 ans, vous venez avec des solutions toutes faites. Non, c'est pas, on n'essaie pas de copier Yahi Boni ou le Bénin du tout. Pour me répéter, nous avons fait un diagnostic des problèmes du Sénégal. Et avons des solutions précises pour améliorer donc, la situation. Raison pour laquelle nous avons présenté notre candidature. Excusez-moi, mais ce qui semble un peu bizarre dans votre démarche, c'est que pendant 11 ans, vous auriez pu avoir une autre manière d'apporter votre contribution, de manière plus modeste, disons, par exemple à l'échelle locale, en briguant une municipalité. Or là, pour la première fois, vous venez et vous voulez faire un grand saut, alors qu'on ne vous connaît pas d'appareil, qu'on ne vous connaît pas de réseau. Comment expliquer un peu cette irruption sur la scène politique, autrement que par le désir d'avoir son quart d'heure de gloire? Non, je ne l'appellerai pas irruption. Et puis, en plus, on ne peut pas être au four et au moulin. Aujourd'hui, mettre à la disposition des Sénégalais une jeunesse bien formée, parce qu'il fallait être bien formé, expérimentée, il fallait acquérir cette expérience, et pouvoir laisser tomber tout ça à un certain moment de sa vie, donc à 43 ans, pour se mettre à la disposition de son pays, n'aurait pas été possible si nous étions, n'est-ce pas, ici même au Sénégal. Donc c'est un ensemble, c'est un total qui
qui est proposé aux Sénégalais. Et encore une fois, après avoir fait un diagnostic juste et après avoir développé des solutions précises, donc nous avons pensé qu'il était approprié. Mais pourtant, Yaya Ibouni avait cette démarche quand il était au niveau de la BOAD. Il a investi localement. Il a mis en place des PME, des PMI dans les femmes. Quand les gens pensaient qu'il était juste président de la BOAD, quand même, il avait investi avec un réseau qu'il avait mis en place, qui lui a permis, le moment voulu, de pouvoir avoir les voix des Béninoises et des Béninois. Effectivement, j'en ai entendu parler. Pourquoi on n'a pas vu cette démarche-là? Bon, ça c'est une démarche qui consiste à essayer de construire un appareil politique en faisant des actions sociales, donc avoir une certaine sympathie des populations avant de se lancer en politique. Et ça c'est une approche purement politique. Notre candidature était une candidature donc citoyenne, indépendante, et encore une fois, qui proposait des solutions spécifiques par rapport à un diagnostic particulier. Un Yaya Ibouni, effectivement, peut-être que de loin, il a fait de la politique en faisant du social et donc en essayant d'avoir la sympathie de ses concitoyens avant de venir poser leur suffrage. C'est pas ça votre erreur, vous et d'autres candidatures indépendantes, de ne pas avoir pu avoir un appareil, même un parti politique, minime soit-il, pour aller déposer votre candidature, tout en chassant que les candidats indépendants ont eu des problèmes au Sénégal quand on les dépose et sont souvent invalidés. Oui, c'est vrai que, bon, après coup, aujourd'hui, je peux dire que cette candidature, on aurait pu la poser avec un récépissé d'un parti politique, donc ça nous aurait évité beaucoup de problèmes. Mais il faut quand même reconnaître... Ça ne donne pas un petit coup au moral quand vous vous rendez compte que même une couturière comme Djouma Dieng-Diakhaté a pu trouver l'astuce, alors que vous, l'économiste diplômé et ancien fonctionnaire du FMI, vous êtes tombé dans le panneau des signatures. Oui, mais je ne voudrais pas appeler ça tomber dans le panneau. Pourquoi? Parce que le code électoral permet à un candidat indépendant de poser sa candidature avec 10 000 signatures. Nous avons déposé 12 454 signatures, donc on s'est donné de la marge. Donc, on s'attendait à ce que ces candidatures-là soient tout simplement acceptées, ce qui n'a pas été le cas. Mais il y a la jurisprudence Eurofal. Oui, c'est vrai, mais bon, on ne pouvait pas... Des puces à l'oreille. Puces à l'oreille, non, parce que je ne connais pas les circonstances exactes de l'invalidation de la candidature de Eurofal. Mais nous, en 2007. Oui, en 2007. Est-ce que ce n'est pas une faute de votre part, justement, d'aller dans cette pêche aux voix avec la carte indépendante sans quand même étudier ce qui a été fait avant pour savoir quelles sont les raisons qui ont fait invalider Eurofal pour éviter de tomber dans le même panneau dont Barga parlait? Non, très honnêtement, nous n'avons pas fait ce travail-là. Mais connaissant le code électoral, je me dis après coup, là c'est toujours après coup, que si la candidature d'un Eurofal a pu être invalidée, c'est peut-être parce que ces signatures n'étaient pas valables. Peut-être, en faisant confiance à nos institutions. Dans notre cas particulier, nous avons déposé 12 454 signatures. Alors dans la décision du Conseil, il est écrit que nous en avons déposé 10 000. Ça pose problème. N'est-ce pas? Ils ont retenu que 8100 signatures étaient valides. Les 454 autres, je ne sais pas exactement ce qui a pu se passer. On a introduit un recours et le Conseil n'a même pas considéré donc notre requête. Donc, ayant autant de signatures, avec de la marge, on s'attendait à ce que cette candidature puisse être invalidée. Mais bon, après coup, je suis d'accord avec vous, peut-être qu'un récépissé de parti politique aurait été, disons, beaucoup plus simple. Quelles sont les principales leçons que vous avez tirées de cet échec, si l'on peut parler ainsi, par rapport à une candidature et par rapport à la participation à une course présidentielle au Sénégal, tous les défis auxquels vous avez dû faire face? Aujourd'hui, je pense que je suis déçu. Je suis déçu de n'avoir pas eu l'occasion de partager ce que nous voulions partager avec les Sénégalais. Donc c'est une déception. La leçon que j'en tire, puisqu'on a été bloqué par une procédure administrative, c'est bien sûr ce dont on vient tout juste de parler. Donc déposer notre candidature avec un récépissé. C'est ce que je regrette donc de n'avoir pas fait. Mais autant je suis déçu, autant le travail se poursuit. Pourquoi? Parce que comme je le disais tout à l'heure, j'ai démissionné de mon poste du FMI pour venir appuyer un travail que j'appuyais déjà depuis 2 ans de loin.
donc avec un projet de société et une volonté d'aider les Sénégalais à résoudre leurs problèmes. Donc ce travail-là va se poursuivre. Il y aura d'autres échéances où cette plateforme pourra être... donc on pourra faire la promotion donc, de cette plateforme. Le travail se poursuit. Vous avez fait un diagnostic, vous dites, de la situation du Sénégal. C'est ce qui vous a poussé à poser votre candidature qui a été invalidée. Et sur le plan économique aujourd'hui, si on vous dit de jeter un regard sur la façon dont marche l'économie sénégalaise, qu'en direz-vous? En fait, si je devais partager avec vous le diagnostic, et je trouve c'est quand même en fait dommage que je n'entends pas les candidats vraiment discuter dans le fond et de l'essentiel. On a eu 52 ans d'indépendance. Les 20 premières années ont été des années, disons, de socialisme. On a fait vraiment des politiques économiques qui n'étaient pas efficaces. On s'est beaucoup endetté. Donc ça, c'est la période de Senghor. Et il s'en est suivi les années de Diouf, donc une vingtaine d'années supplémentaires, où il a fallu ajuster donc, toutes les erreurs de ces premières 20 années. Sous la férule du FMI. Oui, l'ajustement, oui, bien sûr, parce qu'en fait, le FMI ne vient à votre chevet qu'après que vous êtes très malade. Voilà, vous êtes dans des difficultés, plus personne ne veut vous prêter de l'argent, et donc le FMI vient avec vous aider. Parfois aussi des remèdes pires que le mal. Bon, en fait, les remèdes, on peut en parler. Le FMI a été en grande partie responsable des politiques d'ajustement structurel dans les pays africains. Et au résultat, on ne peut pas dire que les résultats ont été efficaces, M. Sarr. Oui, bon, c'est vrai qu'il y a eu, dans les plans d'ajustement structurel, et surtout je dirais, les stratégies de réduction du train de vie de l'État, disons, les impacts sociaux, n'avait pas été très bien pris en compte. En tout cas, ici au Sénégal, c'est important pour nous de revenir dessus. Oui. Le souvenir qu'on a de ces politiques d'ajustement, oui, c'est le plan Sakhouloum. Et le plan Sakhouloum n'a pas laissé que de bons souvenirs, oui, parce que cela s'est traduit par un désengagement massif de l'État sur des secteurs prioritaires comme la santé et l'éducation. Et à ce niveau, le bilan du FMI n'est pas très reluisant. Même si par ailleurs, d'autres estiment qu'avec ce plan, l'État a pu faire beaucoup d'économies. Mais le coût social a été quand même assez lourd. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il n'est pas facile de réduire ces dépenses. C'est comme les dépenses dans un ménage. Donc lorsque les recettes baissent, il faut réduire les dépenses. Tout est priorité. Il est toujours difficile de réduire des dépenses, n'est-ce pas? Bon, donc dans le cas spécifique de ces périodes d'ajustement structurel, effectivement, à l'époque, le FMI n'avait pas été assez regardant sur la qualité donc, de la réduction des dépenses. Alors revenons au diagnostic dont je parlais. Donc il s'en est suivi, après 20 années de socialisme inefficace, disons des périodes d'ajustement. Donc l'État s'est ajusté jusqu'en 1994 déjà lorsqu'on a fait la dévaluation, et puis ensuite les 7 années qui sont venues après, il y a eu de la croissance, et à un moment donné, même avant que le régime donc, du président Ouad ne vienne, donc l'alternance, il y a eu des annulations de dettes, n'est-ce pas? Et jusqu'en 2006, on nous a presque effacé toutes nos dettes. Donc il faudrait qu'on comprenne qu'on a fait beaucoup de socialisme et beaucoup d'approches socialisantes qui n'ont pas fonctionné. Il faut qu'on comprenne qu'à cause de facteurs tels que notre régime de change, etc., il a fallu vraiment se serrer la ceinture pour s'ajuster, d'évaluer en 1994 pour renouer avec la croissance. Aujourd'hui, maintenant qu'on a fini les ajustements structurels, maintenant que notre dette a été effacée, nous sommes en train de nous réendetter. Avec toutes les infrastructures que vous voyez, sans que la croissance nous suive, nous sommes en train de nous réendetter. Et ça, il faudrait... Mais est-ce que donc c'est l'échec du libéralisme? Du moment que le socialisme n'a pas marché, l'ajustement structurel a été là, on a commencé à avoir une croissance. Depuis 12 ans, Abdoulaye gère le pays. Il y a eu une dette qui a été effacée. Oui. Le Sénégal était à 800 milliards de dettes acceptables. Aujourd'hui, on avait les 2000 et quelques milliards d'endettement. Est-ce que ce n'est pas un échec d'Abdoulaye Wade dans sa politique libérale que prône le FMI aussi? Oui, en fait, je n'appellerai pas la politique d'Abdoulaye Wade libérale. C'est quelle politique alors? Justement. Ils se considèrent libéral social eux-mêmes. Il est vrai que les infrastructures, c'est quelque chose de très important. Une antinomie.
Oui, bon, libéral, social, vous savez, dans un pays où vous avez presque 40-50% de la population qui est pauvre, il est très difficile de faire du libéralisme pur et dur. Et on est obligé de le faire dans le social parce que les populations vulnérables sont très, mais là, très, il fait quelle politique, Abdoulaye Wade? Il fait du socialisme. du socialisme, à mon avis. Parce que, vous savez, pour que les populations sénégalaises puissent satisfaire leurs besoins en biens et services privés ou en biens et services publics, il faudrait que le secteur privé se développe. Et c'est le secteur privé qui pourra faire en sorte que les gens puissent en sortir. Il est vrai qu'on a un déficit en infrastructure très important. Mais force est de constater également qu'avec toute cette accélération d'endettement, vous ne voyez pas, les populations sénégalaises voient les routes, voient les infrastructures, c'est vrai. Mais ça ne se retrouve pas dans le panier dans les poches, exactement, et le panier de la ménagère devient de plus en plus, disons, cher et non abordable pour les populations. Donc, de toute évidence, emprunter est facile, surtout lorsqu'on n'est pas très endetté en termes de niveau. Emprunter est facile. Faire des infrastructures est facile, parce que vous pouvez voir que ces infrastructures sont réalisées, mais ça ne se traduit pas en une croissance économique donc génératrice d'emplois. Et ça, il nous faut absolument changer cela. Pourquoi aujourd'hui il y a des difficultés au Sénégal? Parce qu'on a vu que la corruption aussi est très présente dans l'économie sénégalaise. Récemment, le code des marchés a été réformé, où on permet au plan TACAL de faire des marchés de gré à gré. L'État avance comme argument l'urgence. Est-ce que c'est un argument valable? Bon, en fait, vous savez, l'État du Sénégal, il faut toujours aller à la bonne source. Je sais, par exemple, qu'avec le fonds de soutien subventionne, n'est-ce pas, les combustibles achetés par la Sénélec. Bon, la SAR donc, achète ces produits, ces combustibles, ces produits pétroliers par appel d'offres. Ça, c'est une chose. Mais dans la mesure où la Sénélec n'a pas les moyens de pouvoir payer donc, ces combustibles, l'État intervient pour subventionner ça. C'est peut-être ce qui explique, n'est-ce pas, que la Sénélec ne puisse pas faire les appels d'offres pour l'achat de ces produits pétroliers, de ces combustibles, parce que l'État doit intervenir par rapport à un prix d'achat qui est déjà donc fixé. Et pourquoi il n'y a pas de planification de tout cela? Parce que beaucoup de Sénégalais disent qu'ils auront quand même le temps de voir des choses venir pour dégager l'argent pour le faire des appels d'offres qu'il faut faire. Certains estiment que c'est pour faire enrichir certaines personnes avec des marchés de gré à gré. Très honnêtement, je ne le pense pas. Je pense que dans les documents les plus récents du Fonds monétaire international, donc les documents sur lesquels l'État du Sénégal et les partenaires se sont mis d'accord, lorsqu'on enlève les produits pétroliers donc, qui ont été achetés par des marchés de gré à gré, comme on dit, le pourcentage des marchés de gré à gré sont très faibles, ils sont peut-être au niveau de 6%. Donc la raison particulière, je pense, ne connaissant pas les détails du dossier, pour lesquels ces achats ont été faits de gré à gré entre la Sénélec et la SAR, qui par ailleurs donc achète ces produits-là par appel d'offres, c'est parce que le fonds de soutien au secteur de l'énergie subventionne donc le prix de ces combustibles pour la Sénélec. Lorsque le prix est fixé et résulte d'un arrangement, il est difficile de faire un appel d'offres. Donc je crois que dans le fond, c'est vrai, ce sont des marchés de gré à gré, mais je pense que la raison est celle-là, ne connaissant pas le détail, mais je ne pense pas que ce soit des mais parce que le Sénégal se pose des questions, c'est l'argent du contribuable, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de clarification par rapport à tous ces marchés qui engrangent des milliards. Alors d'autres secteurs aussi attendent. La santé, aujourd'hui, on en a parlé, beaucoup de Sénégalais meurent ou bien ont des difficultés devant les hôpitaux pour se faire soigner. Non, je suis tout à fait d'accord. On a un manque de transparence. Si les autorités expliquaient davantage ce que moi je suis en mesure de savoir en lisant la bonne documentation, parce que ce que je fais, je lis tout simplement les accords que l'État a avec ses partenaires. Et lorsque je regarde, je sais que la SAR vend à la Sénélec à des prix qui ne sont pas des prix du marché parce qu'il faut le subventionner. Pourquoi? Parce que les prix de l'électricité ne reflètent pas les prix du marché. La Sénélec vend l'électricité à des prix subventionnés. Donc, le vendant en prix subventionné, la Sénélec n'a pas les moyens de pouvoir acheter ces combustibles. Donc, il faut que l'État intervienne pour subventionner ces prix-là.
Et puisque ces prix sont subventionnés, donc l'entente ne peut être que directe puisque le prix n'est pas... Est-ce que cette politique de subvention, c'est pas une politique de fuite en avant et même une politique populiste intenable sur le long terme pour un État aussi fragile que l'État du Sénégal? Non, non, absolument, absolument. On a dépensé, je crois, l'année dernière, près de 100 milliards à subventionner, c'est vrai, les prix de l'électricité. Et qui ne bénéficient pas nécessairement aux populations vulnérables. Toujours est-il que ces mêmes populations ne voudraient pas que leur facture d'électricité augmente non plus. Alors, c'est difficile à mon avis, hein, c'est très difficile. Lorsque vous consultez les documents dont je vous parle, vous y verrez qu'il n'est pas question pour l'État de changer les prix de l'électricité jusqu'après les élections. Si vous étiez aux affaires, comment auriez-vous réglé cette quadrature du cercle? Du cercle. Vous savez, il y a deux façons. Les prix de l'électricité, en principe, devraient être ce qu'ils devraient être étant donné les intrants de la Sénélec. La Sénélec doit être une entreprise efficace et efficiente de cette sorte que le coût de l'électricité soit le moins élevé possible. Ça, c'est dire la vérité aux Sénégalais. Et puis ensuite, essayer de trouver donc des sources alternatives, n'est-ce pas, de fourniture d'électricité, de telle sorte que les coûts puissent baisser à moyen et long terme. Ça a déjà été fait par les différents ministres de l'énergie qui se sont succédés, mais pour zéro résultat jusque-là. Bon, zéro résultat. Vous savez, les prix des produits pétroliers aujourd'hui, et je le dis toujours, sont déterminés à l'international. Donc nous, Sénégalais, nous ne pouvons pas nous singulariser et vouloir notre électricité et nos produits pétroliers à un prix particulier dans la mesure où nous ne sommes pas nous-mêmes producteurs de pétrole ni de produits pétroliers. Donc c'est la réalité des choses. Ce qu'il nous faut, c'est plutôt travailler à dynamiser notre économie et faire en sorte que le pouvoir d'achat des populations puisse être beaucoup plus important et leur permettre de pouvoir en fait faire face à tous ces besoins. Mais tantôt vous disiez que dans le document que l'État s'est engagé de ne pas augmenter les prix juste après les élections. Oui. En termes clairs, ce qui veut dire qu'après les élections, pour certains, il y a une augmentation des prix de l'électricité si on applique la vérité des prix. Très certainement. Très certainement. Je pense qu'on est en période électorale, donc le gouvernement ne voudrait pas appliquer la vérité des prix, mais de l'autre côté, il n'est pas possible de mettre 100 milliards de subventions chaque année dans la Sénélec. Comme vous disiez tout à l'heure, il y a d'autres priorités. Et l'électricité ne bénéficie pas nécessairement aux populations vulnérables. C'est préférable de prendre ces 100 milliards-là et de les injecter directement, disons, dans les couches, dans les Est-ce que les Sénégalais ne vont pas s'attendre à souffrir par rapport au prix qui va augmenter? Des moments qu'Abdoulaye Wade, s'il obtient ce troisième mandat, n'a plus d'autre mandat, donc il peut faire fi de la pression sociale parce que, comme on dit, il n'a rien à... Qu'après les élections, il sera inévitable que le prix de l'électricité puisse augmenter un tout petit peu. Et qu'au fur et à mesure, disons, à court, moyen et long terme... Mais le ministre de l'Énergie, Karim Wade, demande cela. Il a dit dans la presse qu'il n'y aura pas d'augmentation de l'électricité. Karim Wade l'a soutenu. Oui, il n'y aura pas d'augmentation d'électricité, je suis persuadé, peut-être peut-être juin, les législatives. Mais la réalité étant ce qu'elle est. Les produits pétroliers coûtent ce qu'ils coûtent. Et le combustible coûte ce qu'il coûte. Donc vous avez deux choix. Soit vous augmentez les prix, de telle sorte que la Sénélec puisse s'en sortir, ou bien la subvention continue, et ce n'est pas possible. Donc il va falloir couper la poire en deux, entre des augmentations, entre la restructuration de la Sénélec, de telle sorte que ses coûts soient moins élevés, et puis bon, réduire la subvention. À mon avis, c'est ce qui va se passer. Il faut qu'au Sénégal, on se dise la vérité. Mais bon, nous sommes aussi en politique, n'est-ce pas? Le politicien ne vous dira pas « je vais augmenter les prix de l'électricité » étant en campagne électorale. Justement, concernant toujours ce secteur névralgique de l'électricité, quel est le regard que l'économiste que vous êtes porte sur le financement du plan Takal? Bon, je pense que je ne connais pas tous les détails du financement du plan Takal. Je sais qu'il y a beaucoup donc de centrales, je dirais des groupes qui ont été aux problèmes que les Sénégalais ont connus au niveau du secteur de l'énergie. Et de fonctions faites dans d'autres ministères pour alimenter les fonds de ce fameux plan. Voilà, tout à fait. Est-ce que cela obéit à des normes orthodoxes
en matière de financement d'emploi. Oui, mais dans l'urgence, c'est-à-dire que nous sommes tous d'accord que la situation qu'on a connue ne pouvait pas perdurer. Il faut de l'électricité. Si vous n'avez pas d'électricité, l'économie ne fonctionne pas. Et si l'économie ne fonctionne pas, rien ne fonctionne. Donc il fallait absolument donc régler ce problème. Mais pensez-vous sérieusement qu'il est raisonnable de mettre plus de 600 milliards entre les mains d'un seul ministre futur, celui de l'énergie, en ponctionnant dans d'autres secteurs tout aussi importants et peut-être tout aussi vitaux pour l'électricité? Vous pensez que c'est raisonnable? Le coût